Je n'aurais jamais dû franchir cette porte. Jamais. Mais quand on est mère, il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Des silences qui deviennent assourdissants. Des appels sans réponse qui résonnent dans votre tête comme des sirènes d'alarme. Et ce soir-là, debout devant la porte de l'appartement de mon fils, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber les clés que j'avais gardées depuis le jour où il avait emménagé. Il ne savait pas que je les avais encore. Personne ne le savait point, l'odeur m'a frappé en premier. Une odeur métallique, âcre, qui m'a soulevé le cœur. J'ai avancé dans le couloir sombre, le parquet craquait sous mes pas, et chaque craquement résonnait comme un coup de feu dans le silence oppressant. La lumière du salon était allumée, projetant une lueur jaunâtre qui dansait sur les murs. Et c'est là que je l'ai vu. Mon Thomas. Mon petit garçon. Debout au milieu de la pièce, un couteau à la main. Un grand couteau de cuisine, celui avec le manche noir que je lui avais offert pour son 30e anniversaire. La lame brillait sous la lumière, et il y avait quelque chose dessus. Quelque chose de rouge qui goûtait lentement sur le tapis beige. Mon cœur s'est arrêté. Complètement arrêté. Pendant une fraction de seconde qui m'a paru durer une éternité, j'ai cru que j'allais mourir là, sur place, d'une crise cardiaque. Thomas n'avait pas encore remarqué ma présence. Il fixait le couteau avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Une expression vide, absente, comme si son âme avait quitté son corps. Ses vêtements étaient tachés. Ses mains tremblaient. Puis il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Je me souviens avoir pensé que je ne reconnaissais pas mon propre fils. Cet homme devant moi, avec ses yeux hagards et ses mains couvertes je ne voulais même pas y penser. Ce n'était pas le petit garçon qui courait dans le jardin en riant. Ce n'était pas l'adolescent qui me serrait dans ses bras en me disant que j'étais la meilleure maman du monde. C'était un étranger. Mais je dois revenir en arrière. Vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment une mère aimante et un fils adoré peuvent se retrouver dans une situation aussi cauchemardesque. Tout a commencé il y a exactement 8 mois et 17 jours. Je me souviens de la date exacte parce que c'était le jour de mon anniversaire. Mes 60 ans. Thomas m'avait invité dans un restaurant chic, un de ces endroits où les nappes sont blanches comme la neige et où les serveurs vous regardent de haut si vous ne connaissez pas la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne. Et elle était arrivée en retard, ce qui était inhabituel pour lui. Thomas avait toujours été ponctuel, presque maniaque à ce sujet. Mais ce soir-là, il était arrivé avec 45 minutes de retard, le visage rouge, les cheveux décoiffés, respirant fort comme s'il avait couru un marathon. Il s'est assis en face de moi sans même s'excuser, a commandé une bouteille de vin hors de prix, et m'a annoncé qu'il allait se marier. Vous devez comprendre, Thomas n'avait jamais eu de relation sérieuse. À 32 ans, il n'avait jamais présenté une femme à sa famille. Jamais parlé d'amour. Jamais mentionné le mariage. Alors cette annonce m'a d'abord rempli de joie. Une joie pure, innocente, celle qu'une mère ressent quand elle comprend que son enfant a trouvé le bonheur. J'ai souri, j'ai ri, j'ai commandé du champagne. Et puis il m'a parlé d'elle. Isabelle. Même maintenant, ce prénom me donne des frissons. Isabelle Duchamp. 45 ans, divorcée 2 fois, mère de 3 enfants qu'elle ne voyait presque jamais. Propriétaire d'une galerie d'art dans le 16e arrondissement. Belle à couper le souffle, selon Thomas. Sophistiquée, cultivée, passionnée. Il parlait d'elle avec des étoiles dans les yeux, comme un adolescent amoureux pour la première fois. Et quelque chose en moi s'est glacé. Une mère sait. Ne me demandez pas comment, mais une mère sait quand quelque chose ne va pas. C'est un instinct primitif, viscéral, qui remonte du plus profond de vos entrailles et vous hurle que votre enfant est en danger. Et ce soir-là, assise dans ce restaurant trop cher, écoutant mon fils me parler de cette femme que je n'avais jamais rencontrée, j'ai su. J'ai su qu'Isabelle Duchamp allait détruire ma famille. Mais qu'est-ce qu'une mère peut faire dans une telle situation ? Dire à son fils adulte que vous avez un mauvais pressentiment à propos de sa fiancée ? Lui expliquer que quelque chose dans la façon dont il prononce son nom vous donne envie de vomir ? Non. On ne peut pas faire ça. Alors j'ai souri, j'ai félicité Thomas, j'ai bu le champagne qui avait le goût de vinaigre dans ma bouche, et je suis rentrée chez moi avec un poids sur la poitrine qui ne m'a plus quitté depuis. Et la première fois que j'ai rencontré Isabelle, c'était 3 semaines plus tard. Thomas avait organisé un dîner chez lui,
un dîner qu'il avait présenté comme une occasion pour nous de faire connaissance. J'avais passé des jours à me préparer, à choisir la bonne tenue, à répéter mentalement ce que j'allais dire. Je voulais faire bonne impression. Je voulais qu'elle m'aime. Je voulais avoir tort sur tous mes pressentiments. Elle était encore plus belle que ce que j'avais imaginé. Grande, mince, avec ses cheveux noirs qui tombaient en cascade sur ses épaules et ses yeux verts qui vous transperçaient comme des lasers. Elle portait une robe noire moulante qui devait coûter plus que mon loyer mensuel, et des talons si hauts que je me suis demandé comment elle pouvait marcher avec. Quand Thomas nous a présentés, elle m'a tendu une main froide et molle, m'a gratifié d'un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux, et a dit quelque chose sur le plaisir de rencontrer enfin la femme qui avait élevé un homme aussi merveilleux. Le dîner a été un cauchemar. Isabelle monopolisait la conversation, parlant de son travail, de ses voyages, des artistes célèbres qu'elle connaissait personnellement. Elle racontait des anecdotes où elle était toujours l'héroïne, où elle était toujours la plus intelligente, la plus drôle, la plus perspicace. Thomas buvait ses paroles comme un homme assoiffé dans le désert. Il riait à toutes ses blagues, approuvait tous ses commentaires, la regardait avec une adoration qui me donnait envie de pleurer. Puis, vers la fin du repas, alors que Thomas était à la cuisine en train de préparer le dessert, Isabelle s'est penchée vers moi. Son sourire avait disparu. Ses yeux verts étaient froids comme de la glace. Et elle m'a dit, d'une voix basse et dure, « Thomas m'a parlé de l'héritage de son père. Vous savez, cet appartement dans le 9e arrondissement que vous lui avez laissé. C'est une belle propriété. Ça doit valoir au moins 2 millions d'euros maintenant. » Je suis restée pétrifiée. L'héritage de Pierre. Mon mari, mort il y a 5 ans d'un cancer du pancréas qu'il avait emporté en 6 mois. Pierre avait tout laissé à Thomas. L'appartement, les économies, les investissements. Une fortune modeste mais respectable, fruit de toute une vie de travail acharné. Thomas n'en avait jamais parlé à personne. Du moins, c'est ce que je croyais. Avant que je puisse répondre, Thomas était revenu avec le dessert. Isabelle avait remis son sourire charmant, avait complimenté la tarte aux pommes, avait ri et plaisanté comme si rien ne s'était passé. Mais je savais maintenant. Je savais pourquoi elle s'intéressait à mon fils. Et ce savoir était comme un poison qui se répandait dans mes veines. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, je voudrais que vous preniez une seconde pour me dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela me fait tellement de bien de savoir que mon histoire touche des personnes partout dans le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous en supplie, faites-le maintenant. Les histoires que nous partageons ici ne sont pas que des divertissements. Ce sont des leçons de vie, des avertissements, des expériences qui peuvent vous aider à éviter les mêmes erreurs que j'ai faites. Chaque histoire peut vous sauver d'une catastrophe. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, et ne manquez aucune de ces histoires qui peuvent changer votre vie. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Thomas et Isabelle ont annoncé qu'ils allaient se marier dans 3 mois. 3 mois. La plupart des couples prennent au moins 1 an pour planifier un mariage, mais apparemment, Isabelle ne voulait pas attendre. Elle disait qu'à leur âge, il n'y avait pas de temps à perdre. Que quand on sait, on sait. Thomas était d'accord avec tout ce qu'elle disait. Il était devenu comme une marionnette dont elle tirait les ficelles. J'ai essayé de parler à mon fils. Vraiment essayé. Un après-midi, je l'ai invité à prendre un café, juste nous deux, comme au bon vieux temps. Je voulais lui poser des questions sur Isabelle. Voulais comprendre ce qu'il voyait en elle, à part son apparence. Voulais savoir s'il l'aimait vraiment ou s'il était simplement ébloui par son charme superficiel. Mais dès que j'ai commencé à aborder le sujet, Thomas s'est fermé. Son visage s'est durci. Ses yeux, habituellement si doux, sont devenus froids. Il m'a dit que je ne comprenais pas. Que j'étais jalouse. Que j'avais du mal à accepter qu'il ait trouvé quelqu'un. Chaque mot était comme un coup de couteau dans mon cœur. Mon propre fils, le petit garçon que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais nourri de mon propre corps, qui me disait que j'étais jalouse de sa fiancée. J'ai essayé de rester calme. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas de la jalousie, mais de l'inquiétude. Une inquiétude légitime de mère. Mais il ne voulait rien entendre. Il s'est levé, a jeté quelques billets sur la table, et est parti sans même me regarder. Je suis restée là, seule à cette table de café, les larmes coulant silencieusement sur mes joues,
me demandant comment j'avais pu perdre mon fils si rapidement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mener ma propre enquête. Je sais que cela peut paraître extrême, peut-être même déplacé, mais je n'avais pas le choix. Thomas refusait de m'écouter, refusait de voir la vérité qui me semblait si évidente. Alors j'ai engagé un détective privé. Un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris et des lunettes épaisses, qui travaillait dans un petit bureau miteux près de la gare du Nord. Il s'appelait Bernard Leroy, et il m'a promis qu'il découvrirait tout ce qu'il y avait à savoir sur Isabelle Duchamp. Les résultats sont arrivés 2 semaines plus tard. Bernard m'a appelé un mardi matin et m'a demandé de venir à son bureau immédiatement. Sa voix au téléphone était grave, inquiète. Je me souviens d'avoir pris le métro, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à tenir mon sac. Quelque chose dans le ton de Bernard m'avait terrifié. Le dossier qu'il m'a tendu était épais. Très épais. Et ce qu'il contenait dépassait mes pires cauchemars. Isabelle Duchamp n'était pas juste une femme divorcée 2 fois. Elle était une arnaqueuse professionnelle. Une prédatrice qui ciblait des hommes riches, les séduisait, les épousait, puis les vidait de leur fortune avant de disparaître dans la nature. Son premier mari, un banquier de 50 ans, s'était retrouvé sans un sou après 2 ans de mariage. Elle avait réussi à le convaincre de mettre tous ses biens à son nom, puis avait demandé le divorce en gardant tout. Le deuxième mari, un entrepreneur dans l'immobilier, avait eu encore moins de chance. Non seulement elle l'avait dépouillé de sa fortune, mais elle l'avait aussi accusé de violence conjugale, ce qui lui avait valu une interdiction d'approcher et une réputation ruinée. L'homme s'était suicidé 6 mois après le divorce. Et il y avait aussi eu d'autres hommes. Des fiancés qui avaient rompu avant le mariage après avoir découvert la vérité. Des amants qui avaient perdu des sommes importantes en investissant dans des projets bidons qu'elle leur avait proposés. Un schéma se répétait encore et encore. Isabelle trouvait un homme avec de l'argent, le séduisait, gagnait sa confiance, puis le détruisait financièrement et émotionnellement. Et maintenant, c'était au tour de Thomas. Mon Thomas. Mon fils unique. L'homme qui possédait un appartement de 2 millions d'euros et des économies substantielles. La proie parfaite. J'ai lu et relu le dossier jusqu'à ce que les mots se brouillent devant mes yeux. Bernard me regardait avec pitié. Il m'a demandé ce que j'allais faire. J'ai répondu que j'allais montrer tout ça à Thomas. Que je lui ferais comprendre qui était vraiment cette femme. Que mon fils me croirait quand il verrait les preuves noires sur blanc. Comme j'avais tort. Comme j'étais naïve. Thomas a refusé de me voir pendant plusieurs jours. J'ai appelé, envoyé des messages, même sonné à sa porte, mais il ne répondait pas. Finalement, après une semaine d'insistance, il a accepté de me rencontrer. Mais seulement en présence d'Isabelle. Cette condition aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'étais tellement désespérée que j'ai accepté. Ils sont venus chez moi un dimanche après-midi. Isabelle portait une robe blanche virginale qui me donnait envie de vomir. Elle souriait, toujours ce sourire froid qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Thomas avait l'air fatigué, stressé, avec des cernes sous les yeux que je ne lui avais jamais vues. J'ai posé le dossier sur la table du salon. J'ai dit à Thomas que j'avais quelque chose d'important à lui montrer. Quelque chose qui concernait Isabelle. J'ai vu son visage se fermer immédiatement, mais j'ai continué. J'ai ouvert le dossier et commencé à énumérer les faits. Les mariages précédents, les arnaques, les hommes ruinés. J'avais des photos, des documents officiels, des témoignages. Des preuves irréfutables. Isabelle m'a écouté en silence, son sourire ne vacillant pas une seconde. Quand j'ai eu fini, elle a ri. Un rire léger, musical, comme si je venais de raconter une blague amusante. Puis elle s'est tournée vers Thomas, a pris sa main, et lui a dit « Ton pauvre maman est vraiment désespérée, n'est-ce pas ? Elle est prête à inventer n'importe quoi pour nous séparer. » Je me suis sentie comme si on m'avait giflé. Inventer ? J'avais des preuves. Des documents officiels. Mais avant que je puisse protester, Isabelle a continué. Elle a expliqué que oui, elle avait été mariée 2 fois. Que oui, ces mariages s'étaient mal terminés. Mais que tout ce que je racontais sur des arnaques et des hommes ruinés était de la pure invention. Que j'avais probablement payé ce détective pour fabriquer de fausses preuves. Thomas l'a cru. Mon propre fils m'a regardé avec un mélange de dégoût et de pitié, et m'a dit qu'il était déçu de moi. Qu'il n'aurait jamais cru que je pourrais tomber aussi bas.
Isabelle a ajouté qu'elle me pardonnait, qu'elle comprenait que c'était difficile pour moi de voir Thomas construire sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle était si convaincante, si calme, si raisonnable. Et moi, avec mes accusations folles et mon dossier de détective, j'avais l'air d'une vieille femme hystérique incapable de lâcher prise. Ils sont partis. Thomas m'a dit qu'il ne voulait plus me voir jusqu'à ce que je présente des excuses à Isabelle. Des excuses. À cette vipère qui allait détruire mon fils. Je me suis effondrée sur mon canapé et j'ai pleuré pendant des heures. Des sanglots profonds, douloureux, qui venaient du plus profond de mon être. J'avais perdu mon fils. Perdu la seule famille qui me restait. Les semaines suivantes ont été les plus sombres de ma vie. Thomas ne répondait plus à mes appels. Il avait bloqué mon numéro. Changé les serrures de son appartement. J'étais complètement coupée de lui. Et le mariage approchait à grands pas. 1 mois. 3 semaines. 2 semaines. Chaque jour qui passait était comme une torture. J'ai essayé de contacter les anciens maris d'Isabelle. Le premier avait déménagé à l'étranger et refusait de me parler. Le second était mort. J'ai contacté les autres hommes mentionnés dans le dossier de Bernard, mais soit ils ne voulaient pas parler, soit ils avaient trop peur d'Isabelle pour témoigner. J'étais seule dans ma croisade, et je perdais. Une semaine avant le mariage, j'ai reçu un coup de téléphone étrange. Un homme avec une voix rauque, qui refusait de donner son nom, m'a dit qu'il avait des informations sur Isabelle. Que si je voulais vraiment sauver mon fils, je devais le rencontrer. Il m'a donné une adresse dans le 20e arrondissement, un café miteux que je ne connaissais pas. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû comprendre que c'était un piège. Mais j'étais tellement désespérée que j'y suis allée. L'homme m'attendait dans un coin sombre du café. Il avait la quarantaine, avec une barbe mal entretenue et des vêtements froissés. Il a commandé un whisky avant même que je m'assoie et m'a regardé avec des yeux troubles. Puis il m'a dit qu'il était le frère du deuxième mari d'Isabelle. L'homme qui s'était suicidé. Et elle m'a raconté toute l'histoire. Comment Isabelle avait séduit son frère, un homme gentil et naïf qui venait de perdre sa femme d'un cancer. Comment elle l'avait convaincu de mettre tous ses biens à son nom sous prétexte que c'était romantique. Comment elle l'avait ensuite accusé de violence, avait obtenu une ordonnance de protection, et l'avait vidé de tout ce qu'il possédait. Son frère s'était retrouvé sans rien, sans maison, sans argent, sans réputation. Il s'était pendu dans une chambre d'hôtel miteuse un matin de novembre. Les larmes coulaient sur le visage de cet homme pendant qu'il parlait. Je pleurais aussi. Nous étions 2 inconnus unis par la même douleur, la même impuissance face à cette femme diabolique. Il m'a dit qu'il avait essayé de porter plainte, de faire quelque chose, mais qu'Isabelle avait des relations, des avocats puissants, des amis dans les hautes sphères. Elle était intouchable. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il m'a dit qu'Isabelle ne se contentait pas de voler l'argent de ses victimes. Elle prenait plaisir à les détruire complètement. À les briser psychologiquement jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'eux. Elle était un monstre. Un vrai monstre. Et elle avait mon fils entre ses griffes. J'y suis rentrée chez moi dans un état second. J'ai passé la nuit à réfléchir, à tourner en rond dans mon appartement, à chercher une solution. Il devait y avoir un moyen de sauver Thomas. Il devait y avoir quelque chose que je pouvais faire. Mais quoi? Les preuves ne suffisaient pas. Les témoignages ne suffisaient pas. Thomas était complètement sous son emprise. C'est alors que j'ai eu une idée terrible. Une idée que je n'aurais jamais cru possible d'avoir. Et si je confrontais Isabelle directement? Si je la menaçais? Si je lui faisais comprendre que je ne la laisserais pas détruire mon fils sans me battre? C'était dangereux, peut-être même stupide, mais c'était tout ce qui me restait. J'ai découvert où Isabelle vivait grâce au dossier de Bernard. Un appartement luxueux dans le 7e arrondissement. Le matin du mariage, pendant que Thomas était censé être chez le coiffeur, je me suis rendue là-bas. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser dans ma poitrine. Isabelle a ouvert la porte en peignoir de soie. Elle n'a pas semblé surprise de me voir. Au contraire, elle a souri. Ce sourire que je haïssais tellement. Elle m'a fait entrer et m'a offert du café comme si nous étions de vieilles amies. J'ai refusé. Je suis allée droit au but. Je lui ai dit que je savais qui elle était vraiment. Que je ne la laisserais pas épouser Thomas. Que j'irais à la police, aux médias,
partout où il le faudrait pour l'arrêter. Elle a ri. Encore ce rire horrible, musical. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, pauvre Chloé. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Thomas m'aime. Il me croit. Et vous, vous n'êtes qu'une vieille femme pathétique que tout le monde ignore. Même si vous alliez à la police, même si vous alliez aux médias, qui vous croirait? Une mère jalouse avec des accusations folles? Non. Thomas est à moi maintenant. Son argent est à moi. Et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire. Je me suis sentie comme si elle m'avait poignardée. Elle avait raison. Personne ne me croirait. J'avais déjà essayé de convaincre Thomas et j'avais échoué lamentablement. J'étais impuissante. Complètement impuissante. Puis Isabelle a ajouté quelque chose qui a tout changé. Elle m'a dit, vous savez, Thomas m'a parlé de cet appartement que son père vous a laissé. Celui dans le 9e. Ça doit valoir dans les 500 000 € maintenant, non? C'est dommage que vous n'ayez personne pour s'occuper de vous quand vous serez plus vieille. Peut-être que Thomas pourrait vous mettre dans une maison de retraite sympa. Avec l'argent de la vente de votre appartement, bien sûr. Mon sang s'est glacé. Elle savait pour mon appartement. L'appartement que Pierre et moi avions acheté il y a 40 ans. Notre maison. Le lieu de tous mes souvenirs. Elle voulait prendre ça aussi. Elle ne voulait pas seulement la fortune de Thomas. Elle voulait tout ce qui restait de notre famille. J'y suis partie sans un mot. Je ne me souviens même pas du trajet de retour. J'étais comme un zombie, marchant dans les rues de Paris sans vraiment voir où j'allais. Des pensées sombres tourbillonnaient dans ma tête. Des pensées que je n'aurais jamais cru avoir. Des pensées sur la façon dont on pourrait arrêter quelqu'un comme Isabelle. Définitivement le mariage devait avoir lieu à 18h. À 15h, j'étais encore chez moi, assise sur mon canapé, fixant le mur. Je ne pouvais pas aller à ce mariage. Je ne pouvais pas regarder mon fils épouser ce monstre. Mais je ne pouvais pas non plus rester chez moi à ne rien faire. C'est alors que j'ai reçu un message. Un message de Thomas. Le premier depuis des semaines. Il disait simplement, « Maman, j'ai besoin de te parler. Viens à mon appartement. S'il te plaît. C'est urgent. » Mon cœur a bondi. Peut-être qu'il avait finalement compris. Peut-être qu'il avait découvert la vérité sur Isabelle. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai attrapé mon manteau et je suis partie en courant. J'ai pris un taxi parce que je ne pouvais pas attendre le métro. Pendant tout le trajet, je priais. Je priais tous les dieux auxquels je ne croyais même pas que Thomas ait enfin ouvert les yeux. Quand je suis arrivée devant son immeuble, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Les rideaux de son appartement étaient tirés en plein jour. Il n'y avait pas de lumière. J'ai sonné plusieurs fois mais personne n'a répondu. J'ai sorti mes clés, celles que j'avais gardées secrètement, et j'ai ouvert la porte. L'odeur m'a frappée immédiatement. Cette odeur métallique dont je vous ai parlé au début. J'ai avancé dans l'appartement, mon cœur battant à tout rompre. Et c'est là que je l'ai vu. Thomas. Debout au milieu du salon. Le couteau à la main. Du sang sur ses vêtements. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu le reste. Sur le canapé, recroquevillée comme une poupée brisée, il y avait Isabelle. Sa belle robe blanche de mariée tachée de rouge. Ses yeux verts fixant le plafond sans le voir. Elle était morte. Thomas a laissé tomber le couteau. Il a commencé à trembler violemment. Puis il s'est effondré sur le sol et a éclaté en sanglots. Des sanglots déchirants qui semblaient venir du plus profond de son âme. Je me suis précipitée vers lui, je l'ai pris dans mes bras comme quand il était petit, et il a murmuré entre deux sanglots, elle voulait me faire signer les papiers. Tout mettre à son nom. Avant le mariage. J'ai refusé. Elle est devenue folle. Elle a dit qu'elle allait te faire du mal. Qu'elle allait te prendre ton appartement. Qu'elle allait te détruire comme elle avait détruit les autres. J'ai voulu l'arrêter. Je voulais juste l'arrêter. Mon monde s'est écroulé. Mon fils. Mon petit garçon. Il avait tué quelqu'un. Par accident peut-être, dans un moment de panique peut-être, mais il avait tué quelqu'un. Et c'était ma faute.
Si je n'avais pas enquêté sur Isabelle, si je n'étais pas allé la voir ce matin-là, si je ne l'avais pas menacée, rien de tout ça ne serait arrivé. Isabelle avait dû paniquer après ma visite. Elle avait dû décider d'accélérer ses plans. De faire signer Thomas avant le mariage. Et quand il avait refusé, elle avait montré son vrai visage. Elle l'avait menacé de me faire du mal. Et Thomas, mon Thomas qui m'aimait tellement malgré tout ce qui s'était passé, avait voulu me protéger. Les minutes qui ont suivi sont floues dans ma mémoire. Je me souviens d'avoir essayé de réfléchir. D'avoir regardé le corps d'Isabelle, le couteau sur le sol, mon fils effondré. Je me souviens d'avoir pensé à la police, à la prison, à la vie de Thomas détruite à jamais. Et j'ai pris une décision. Une décision terrible, impardonnable, mais une décision de mère. J'ai dit à Thomas de se lever. De se laver. De changer de vêtements. Je lui ai dit que j'allais arranger les choses. Qu'il devait me faire confiance. Il m'a regardé avec des yeux perdus, des yeux d'enfant terrifié, et il a obéi. Pendant qu'il était dans la salle de bain, j'ai examiné la scène. Le couteau, le sang, le corps. Mon esprit fonctionnait à toute vitesse, essayant de trouver une solution. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Le sac d'Isabelle était ouvert sur la table. À l'intérieur, il y avait des documents. Des contrats. Des papiers qui transféraient tous les biens de Thomas à son nom. Il y avait aussi autre chose. Une bouteille de pilules. Des somnifères puissants. Et un carnet. Un carnet rempli de notes sur Thomas. Sur ses habitudes, ses peurs, ses faiblesses. Des plans détaillés sur la façon de le manipuler, de le contrôler. C'était la preuve. La preuve que tout ce que j'avais dit sur Isabelle était vrai. La preuve qu'elle était une prédatrice, une manipulatrice. Mais cette preuve arrivait trop tard. Beaucoup trop tard. J'ai entendu Thomas sortir de la salle de bain. Il était propre maintenant, habillé de vêtements frais, mais son visage était encore celui d'un homme brisé. Je lui ai montré le carnet. Je lui ai montré les documents. Et j'ai vu dans ses yeux la compréhension arriver lentement. La compréhension que j'avais eu raison depuis le début. Que sa mère n'était pas folle. Que Isabelle était exactement ce que j'avais dit qu'elle était. Mais cette compréhension n'arrangeait rien. Isabelle était toujours morte sur le canapé. Et nous étions toujours dans une situation impossible. C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte. Des coups forts, insistants. Une voix a crié « Police !» Ouvrez. Mon sang s'est glacé. Comment la police pouvait-elle être déjà là? Personne n'avait appelé. Personne ne savait ce qui s'était passé. Thomas et moi nous sommes regardés. Dans ses yeux, j'ai vu la même terreur que je ressentais. Les coups se sont faits plus forts. Ouvrez immédiatement ou nous enfonçons la porte. Je n'avais pas le choix. J'ai pris le couteau. Le couteau que Thomas avait laissé tomber. Mes empreintes étaient déjà dessus maintenant. J'ai regardé mon fils une dernière fois et j'ai dit « Je t'aime ». N'oublie jamais que tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Puis j'ai ouvert la porte. Les policiers sont entrés en trombe. Ils ont vu le corps, ont vu le couteau dans ma main, et m'ont immédiatement plaqué au sol. J'ai entendu Thomas crier « Non », mais je lui ai crié de se taire. De ne rien dire. De me laisser faire. Dans la voiture de police, menottée à l'arrière, j'ai regardé par la fenêtre. Paris défilait devant mes yeux. Cette ville que j'aimais tant. Cette ville où j'avais élevé mon fils, où j'avais construit ma vie avec Pierre. Et je me suis demandé si je reverrais un jour la lumière du soleil en femme libre. À eu commissariat, ils m'ont interrogé pendant des heures. Encore et encore, ils me demandaient ce qui s'était passé. Pourquoi j'avais tué Isabelle Duchamp? J'ai raconté une histoire. Une histoire où j'étais allée voir Isabelle pour la supplier de laisser mon fils tranquille. Où elle s'était moquée de moi, m'avait humiliée, m'avait dit qu'elle allait détruire toute ma famille. Où j'avais perdu le contrôle et l'avais poignardée. Les enquêteurs ne me croyaient pas. Ils disaient que mon histoire ne tenait pas debout. Que les preuves ne correspondaient pas. Que c'était clairement mon fils qui avait tué Isabelle et que j'essayais de le couvrir. Mais je m'en tenais à ma version. Encore et encore. C'était moi. J'avais tué Isabelle Duchamp.
Mon fils n'avait rien à voir avec ça. Pendant ce temps, le carnet d'Isabelle et tous les documents dans son sac avaient été saisis comme preuve. Les enquêteurs ont commencé à découvrir qui elle était vraiment. Ses arnaques US précédentes. Les hommes qu'elle avait ruinés. Le suicide du deuxième mari. Tout sortait au grand jour. Un avocat est venu me voir. Un homme âgé avec des cheveux blancs et des yeux gentils. Il m'a dit qu'avec les preuves sur Isabelle, avec son passé, nous pourrions plaider la légitime défense émotionnelle. Que nous pourrions argumenter que j'avais agi pour protéger mon fils d'une prédatrice dangereuse. Que je pourrais avoir une peine réduite, peut-être même éviter la prison. Mais pendant qu'il parlait, je ne pouvais penser qu'à Thomas. Mon petit garçon qui était maintenant libre. Qui n'irait pas en prison. Qui pourrait continuer sa vie. C'était tout ce qui comptait. J'avais 60 ans. Ma vie était derrière moi. Mais Thomas avait toute la vie devant lui. Le procès a été médiatisé. L'histoire de la mère qui tue la fiancée manipulatrice de son fils a fait la une de tous les journaux. Certains me traitaient de meurtrière. D'autres me voyaient comme une héroïne qui avait protégé son enfant d'un monstre. Thomas a témoigné. Il a raconté comment Isabelle l'avait manipulé, comment elle avait essayé de le contrôler, comment il avait découvert ses véritables intentions. Mais il n'a jamais dit la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là dans son appartement. Les jurés ont délibéré pendant 3 jours. 3 jours où je suis restée dans ma cellule, priant pour que tout se passe bien. Pas pour moi. Pour Thomas. Pour que les gens croient mon histoire. Pour qu'ils puissent vivre sans le poids de la culpabilité. Le verdict est tombé un jeudi matin. Coupable d'homicide volontaire avec circonstances atténuantes. 10 ans de prison. Avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans pour bonne conduite. L'avocat semblait content. Il disait que c'était le mieux que nous pouvions espérer. Que j'avais de la chance. De la chance. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais vide. Épuisée. Brisée. Mais quand j'ai regardé Thomas dans la salle d'audience, quand j'ai vu les larmes couler sur son visage, quand j'ai vu qu'il était libre, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Une mère ferait n'importe quoi pour son enfant. N'importe quoi. Je suis en prison depuis 2 ans maintenant. 2 longues années dans une petite cellule avec des murs gris et des barreaux aux fenêtres. Thomas vient me voir toutes les semaines. Il m'apporte des livres, des photos, des nouvelles du monde extérieur. Il me dit qu'il a vendu son appartement, qu'il ne pouvait plus y vivre après ce qui s'était passé. Il a déménagé dans un endroit plus petit, plus simple. Il dit qu'il est en thérapie, qu'il apprend à vivre avec ce qui s'est passé. Et elle me dit aussi autre chose. Il me dit qu'il a rencontré quelqu'un. Une femme gentille, simple, qui travaille comme institutrice. Elle s'appelle Marie. Elle sait tout sur Isabelle, sur le procès, sur tout. Et elle l'aime quand même. Thomas me dit qu'il prend son temps cette fois. Qu'il fait attention. Qu'il a appris de ses erreurs. Parfois, la nuit, je me réveille en sueur, hantée par des cauchemars. Je vois Isabelle sur ce canapé, ses yeux vides me fixant. Je vois Thomas avec le couteau à la main, son visage détruit. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Si j'aurais dû laisser la vérité éclater. Si mon fils aurait été mieux en affrontant les conséquences de ses actes plutôt qu'en vivant avec la culpabilité de me savoir en prison à sa place. Mais ensuite je pense à ce que serait sa vie s'il était ici, dans cette cellule. Un jeune homme de 32 ans avec toute sa vie devant lui, enfermé derrière des barreaux. Et je sais que j'ai fait ce que toute mère aurait fait. J'ai protégé mon enfant. Et il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Pas même à Thomas. Pas même à mon avocat. C'est quelque chose que je garderai pour moi jusqu'à mon dernier souffle. Ce jour-là, dans l'appartement de Thomas, quand j'ai vu Isabelle morte sur le canapé, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les blessures. La façon dont le couteau l'avait frappée. C'était trop précis. Trop calculé. Pas du tout comme un acte de panique ou d'autodéfense. Et dans les yeux de Thomas, pendant une fraction de seconde avant qu'il ne s'effondre en larmes, j'ai vu quelque chose. Quelque chose de froid. De calculé. Et je me suis demandé si mon fils avait vraiment agi dans un moment de panique, ou si quelque chose en lui avait volontairement choisi de tuer Isabelle. Je ne le saurai jamais. Et peut-être que c'est mieux ainsi.
Parce que si j'apprenais que mon fils était capable de meurtre de sang-froid, je ne sais pas comment je pourrais vivre avec ça. Comment je pourrais continuer à me dire que tout ce que j'ai fait valait la peine. Alors je choisis de croire à sa version. Je choisis de croire que c'était un accident. Que mon fils est la victime dans tout ça, pas le coupable. Parce que c'est ce qu'une mère fait. Elle croit en son enfant. Contre toute logique. Contre toutes les preuves. Les autres détenus ici me respectent. Elles connaissent mon histoire. Certaines m'appellent Maman Courage. Elles me demandent des conseils sur leurs propres enfants, leur propre famille. Et je les aide du mieux que je peux. Parce que même ici, enfermée derrière ces murs, je suis toujours une mère. C'est ce que je serai toujours. Dans 3 ans, je pourrai demander une libération conditionnelle. Thomas dit qu'il sera là pour m'accueillir. Qu'il a préparé une chambre pour moi dans son nouvel appartement. Que Marie est impatiente de me rencontrer. Il parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie pour nous tous. Je veux le croire. Je veux croire que nous pourrons être une famille à nouveau. Que nous pourrons mettre tout ça derrière nous et avancer. Mais une part de moi sait que les choses ne seront jamais plus comme avant. Qu'il y aura toujours ce secret entre nous. Ce mensonge qui nous lie. Parfois, je me demande ce que Pierre penserait de tout ça. Mon mari, qui était un homme bon et honnête. Aurait-il fait le même choix que moi? Aurait-il sacrifié sa liberté pour sauver notre fils? Je pense que oui. Parce que c'est ce que signifie être parent. Donnez tout ce que vous avez, même votre propre vie, pour protéger votre enfant. Il y a eu un développement récent. Les enquêteurs ont découvert quelque chose dans les affaires d'Isabelle. Un autre carnet. Caché dans un coffre-fort dans son appartement. Ce carnet contenait des informations sur d'autres hommes. D'autres cibles potentielles. Des plans détaillés sur comment les manipuler, les contrôler, les détruire. Il y avait même des notes sur des méthodes pour rendre leur mort ressembler à des suicides ou des accidents. Mon avocat pense que cela pourrait m'aider. Que cela prouve qu'Isabelle était encore plus dangereuse que nous ne le pensions. Qu'elle était capable de meurtre. Il veut demander une révision de ma peine. Mais je lui ai dit de ne pas le faire. Parce que si on rouvre le dossier, si on creuse plus profond, qui sait ce qu'il pourrait découvrir? Qui sait si quelqu'un ne verrait pas les incohérences dans mon histoire? Les détails qui ne collent pas, non, il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Purger ma peine. Protéger Thomas. C'est tout ce qui compte. Hier, Thomas est venu avec Marie pour la première fois. Elle est exactement comme il l'avait décrite. Petite, avec des cheveux bruns courts et des yeux chaleureux. Elle m'a serré la main et m'a dit qu'elle était honorée de me rencontrer. Qu'elle admirait ce que j'avais fait pour protéger mon fils. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était sincère. Qu'elle aimait vraiment Thomas. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être que Thomas serait heureux après tout. Peut-être que mon sacrifice n'aurait pas été vain. Peut-être que notre famille pourrait guérir, même avec toutes ces cicatrices. Mais cette nuit-là, seule dans ma cellule, j'ai fait un rêve étrange. J'étais de retour dans l'appartement de Thomas ce jour-là. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Isabelle n'était pas morte. Elle était debout, souriante, ce sourire froid que je haïssais tant. Et Thomas était à côté d'elle, tenant le couteau. Mais au lieu de me regarder avec peur et culpabilité, il souriait aussi. Le même sourire froid. Et j'ai réalisé avec horreur que peut-être, juste peut-être, mon fils n'était pas celui que je croyais. Je me suis réveillée en criant. Les gardiennes sont venues vérifier que tout allait bien. J'ai dit que oui, que ce n'était qu'un cauchemar. Mais pendant le reste de la nuit, je suis restée éveillée, fixant le plafond, me demandant si ce rêve était juste un rêve, ou si c'était mon subconscient qui essayait de me dire quelque chose que je refusais de voir. Le lendemain, j'ai appelé Thomas. Je lui ai posé une question que je n'avais jamais osé poser auparavant. Je lui ai demandé de me dire exactement ce qui s'était passé ce jour-là. Chaque détail. Chaque moment. Il y a eu un long silence au téléphone. Puis il a commencé à parler. Il m'a raconté comment Isabelle était arrivée chez lui en début d'après-midi. Comment elle avait les papiers dans son sac. Comment elle avait dit que ce n'était qu'une formalité, une preuve de son amour, mettre tous ses biens à son nom. Comment il avait refusé. Comment elle était devenue furieuse. Hurlante.
Menaçante. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit avant. Il a dit qu'Isabelle avait sorti quelque chose de son sac. Une arme. Un petit pistolet. Elle l'avait pointé sur lui et avait dit que s'il ne signait pas, elle allait d'abord me tuer, puis lui. Qu'elle en avait fini de jouer gentiment. Thomas a dit que c'est là qu'il avait attrapé le couteau qui était sur la table de la cuisine. Qu'il avait essayé de se défendre. Que Isabelle avait ri et avait dit qu'elle allait dire à la police que c'était lui qui l'avait attaqué. Qu'avec son passé, avec sa réputation, personne ne le croirait. Et c'est là qu'il l'avait frappé. Non pas une fois dans un moment de panique, mais plusieurs fois. Pour être sûr qu'elle ne pourrait plus jamais faire de mal à personne. Mon sang s'est glacé. Cette version était différente de celle qu'il m'avait racontée ce jour-là dans son appartement. Beaucoup plus calculée. Beaucoup moins innocente. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas dit ça avant. Pourquoi il m'avait laissé croire que c'était un accident. Il y a eu un autre long silence. Puis Thomas a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix froide et distante, parce que je savais que tu ferais exactement ce que tu as fait. Te sacrifier pour me protéger. C'est ce que les mères font, non? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le téléphone. Une gardienne m'a demandé si tout allait bien. J'ai fait signe que oui, mais tout n'allait pas bien. Rien n'allait bien. Mon fils m'avait manipulé. Il avait utilisé mon amour pour lui, ma volonté de le protéger à tout prix, pour me faire prendre la responsabilité de son crime. Un crime qui n'était peut-être même pas de la légitime défense, mais un meurtre prémédité. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles même que les premiers jours en prison. Parce que maintenant je savais. Je savais que mon sacrifice n'était pas pour protéger un fils innocent. C'était pour couvrir un meurtrier. J'ai cessé de répondre aux appels de Thomas. J'ai refusé ses visites. J'ai passé des jours entiers dans ma cellule, refusant de sortir, refusant de parler à quiconque. Les psychologues de la prison sont venus me voir. Ils pensaient que je faisais une dépression. Ils ne savaient pas la vérité. Un mois s'est écoulé. Puis un jour, un garde est venu me dire que j'avais un visiteur. Pas Thomas. Quelqu'un d'autre. Le frère du deuxième mari d'Isabelle. L'homme que j'avais rencontré dans ce café miteux. Et elle s'est assis en face de moi, m'a regardé avec ses mêmes yeux troubles, et a dit « Je sais ce que vous avez fait. Je sais que ce n'est pas vous qui avez tué Isabelle. C'était votre fils. Et je sais pourquoi vous avez pris sa place. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai essayé de protester, de nier, mais il a levé la main pour m'arrêter. Il a dit « Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour vous dire merci. Merci d'avoir fait ce que la justice n'a pas pu faire. Isabelle est morte. Elle ne fera plus jamais de mal à personne. Et pour ça, je vous serai éternellement reconnaissant. Peu importe qui a tenu le couteau, le résultat est le même. Un monstre a été arrêté. Il est parti après ça. Me laissant seul avec mes pensées. Avec mes doutes. Avec ma culpabilité. Est-ce que j'avais vraiment fait la bonne chose? Protéger mon fils, même en sachant qu'il était capable de meurtre. Ou aurais-je dû dire la vérité dès le début, laisser la justice suivre son cours? Je ne sais pas. Même maintenant, 2 ans plus tard, je ne sais toujours pas ce que je sais, c'est que je suis une mère. Et qu'une mère protège son enfant, même quand cet enfant ne le mérite peut-être pas. Même quand cet enfant vous a manipulé. Même quand cet enfant a détruit votre vie. Parce que c'est ce que signifie l'amour maternel. Un amour inconditionnel. Aveugle. Peut-être même dangereux. Thomas m'a finalement écrit une lettre. Une longue lettre où il s'excuse. Où il dit qu'il regrette de m'avoir manipulé. Qu'il vit avec la culpabilité chaque jour. Qu'il ne pourra jamais se pardonner ce qu'il m'a fait. La lettre se termine par ces mots « Tu es la meilleure mère du monde, et je ne le mérite pas. » Il a raison. Il ne me mérite pas. Mais c'est mon fils. Et je l'aimerai toujours, malgré tout. J'y purgerai ma peine. Je sortirai dans 3 ans si tout se passe bien. Et ensuite? Je ne sais pas. Peut-être que je verrai Thomas. Peut-être que je rencontrerai Marie. Peut-être que nous essaierons de reconstruire une sorte de relation familiale. Ou peut-être que je prendrai mes distances.
Que je commencerai une nouvelle vie, loin de Paris, loin de mon fils, loin de tous ces souvenirs douloureux. Ce que je sais, c'est que je survivrai. Parce que c'est ce que je fais. Je survis. Pour Thomas. Toujours pour Thomas. Même si Thomas ne le mérite peut-être pas.